Bonsoir à tout le monde. Très content de retrouver beaucoup d'entre vous parce que je vois qu'il y a déjà plus de 60 personnes. Je vois que les réunions publiques intéressent beaucoup de personnes et j'en suis ravie. Juste pour vous dire, on continue effectivement l'ensemble des réunions publiques. Il en reste encore quelques-unes et je vous laisserai le soin à la fin de l'annoncer et vous dire en quoi il est important pour nous de continuer à travailler ensemble avec les citoyens, avec PMA, avec les agences, avec tous les gens qui continuent à travailler sur ce beau projet d'écoquartier. Et vous le savez, on le fait très très largement et ça va être présenté rapidement avec la participation de très nombreux citoyens pour que bientôt on puisse, dans quelques mois, dans quelques années, vivre ensemble dans des beaux bâtiments avec une belle utilisation, des belles activités, un centre culturel, école, et j'en passe, et qu'on puisse le faire tous ensemble. Voilà ce que je voulais dire, et puis je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Madame Bertrand, pour cette introduction. Alors, bonsoir et bienvenue à tous. Merci encore une fois pour votre présence nombreuse. Effectivement, on est plus de 60 ce soir. Donc, on est réunis ce soir pour vous présenter l'état d'avancement du projet Le Long, comme on l'a fait pour le projet Façade d'Enfer le 11 février dernier, et comme on le fera pour le projet Pinard dans les semaines à venir. Donc, sur Le Long, on vous avait présenté en janvier 2020, dans la vie d'avant, quand on pouvait encore se réunir en présentiel, le groupement lauréat pour ce lot, dans la grande salle des fêtes de la mairie du 14e. Donc, on vous avait présenté le groupement lauréat composé de Quartus, Lacaton et Vassal et Gaëtan Redelsberger. Et du coup, alors on a un son parasite. Et donc, le projet a depuis été ajusté et affiné sur un certain nombre de points. Donc, c'est cet état d'avancement que nous vous proposons de vous présenter ce soir. Et avant cela, pour les personnes qui n'ont pas pu participer aux démarches de concertation et aux présentations précédentes, on vous fera un bref rappel de la démarche de participation sur le projet et on vous rappellera le programme de ce lot. Donc, en plus de Madame Bertrand et de Karine Petit qui va nous rejoindre, sont présents à mes côtés ce soir pour les présentations et pour répondre à vos questions. Donc, côté Paris Métropole Aménagement, Delphine Jolivet, Adeline Chambe et Corinne Martin. Et nous avons bien évidemment des représentants du groupement lauréat avec Anne Lacaton et Julien Caillot de Lacaton Vassal et Dominique Lavigne et Guillaume Armadon de Quartus. Sono italiana, Alessandro Crescento. Ainsi que Gaëtan Pardon. Ainsi que Gaëtan Redelsperger. Et ainsi que Gaëtan Redelsperger, pardon. Donc, les présentations qu'on va vous faire vont durer à peu près une demi-heure, puis on répondra à vos questions pendant les 30 minutes suivantes. Alors, que ça ne vous a pas échappé qu'on était très nombreux ce soir, donc on a coupé vos micros à l'entrée de la salle pour que les présentations soient audibles par tous. Donc, pour poser vos questions, on vous invite à utiliser la fonction de chat tout au long des présentations qui se trouve en bas de votre écran. Vous pouvez les poser au fur et à mesure des présentations. On en prend note et je les reformulerai pour vous à l'oral durant le temps d'échange et on vous y répondra également à l'oral. Alors, je vous propose qu'on... Alors, attention, il y a des bruits parasites. Hop. Voilà. Je vous propose que je vous rappelle rapidement la démarche de participation qui a eu lieu sur le projet Le Long. Donc, il y a eu 3 ateliers de concertation qui ont été organisés sur le bâtiment Le Long afin de formuler un avis citoyen sur les projets des groupements candidats. Ces ateliers étaient ouverts à toutes et à tous. Il y a eu un premier atelier de cadrage, donc le 7 novembre 2019, pour vous présenter le programme donné dans le cahier des charges, vous expliquer la méthode d'analyse participative et co-élaborer la grille d'analyse. Il y a eu ensuite l'analyse participative à proprement parler qui s'est tenue le 16 novembre 2019, un samedi matin, suivi de la commission de sélection qui s'est tenue le 22 novembre, toujours 2019.
La réunion de restitution, on vous a présenté le groupement lauréat le 27 janvier 2020 et ce soir, la réunion sur l'avancement du projet. Voilà, pour vous présenter les avancements du projet. Je ne vais pas être beaucoup plus bavarde sur la méthode de participation. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez là-dessus. Et je vais tout de suite passer la parole à Delphine Jolivet de Paris Métropole Aménagement pour vous rappeler brièvement le programme du bâtiment Le Long, c'est-à-dire les éléments qui étaient fournis aux équipes candidates pour répondre à la consultation. Donc, elle va vous décrire le programme, la situation, les socles et le calendrier. Delphine, je te passe la parole. Merci. Alors, bonjour à tous. Donc, pour rappeler très rapidement le programme de la consultation, donc on était sur environ 9 900 logements, avec une part de logements sociaux, donc environ 34 logements, et une part de logements privés pour environ 100 logements. Donc, ce qui était demandé, c'était des typologies variées, avec des locaux et des espaces partagés pour les habitants. Donc, dans la consultation, il y avait l'accent a été mis sur la qualité de la programmation et notamment sur l'offre de logement qui se devait innovante avec tout un travail sur les modalités de gestion et l'implication des futurs habitants. Donc, dans le programme, il y avait également des locaux d'activité à placer au rez-de-chaussée et au R-1, donc en fait les anciennes cours anglaises qui existaient déjà sur le bâtiment. Et aussi un invariant, c'était la conservation du cèdre en cœur d'îlot. Donc l'équipe lauréate sur ce projet-là est le groupement constitué donc de Quartus, d'Habitat Humanisme pour la partie logements sociaux et pour la partie logement en BRS, donc, qui a été proposée par l'équipe dans la part des logements privés. Et donc l'équipe d'architectes avec Lacaton et Vassal et Gaëtan Redest, pardon pour la prononciation. Donc sur la situation du lot, donc il se trouve, donc on le voit sur le plan ici, donc en face de la Fondation Cartier, en vis-à-vis donc avec le bâtiment Pinard, donc le futur équipement du quartier, le bâtiment Chaufferie ici, donc un bâtiment neuf, et le bâtiment Lepage de l'autre côté sur la rue Boissonnade. Donc sur le gabarit, le programme prévoyait donc une surélévation du bâtiment de 3 à 4 étages avec les contraintes de hauteur qui étaient de 31 mètres sur tout le bâtiment qui donnait sur la croisée paysagère centrale et contraint par le gabarit sur la voie en boucle, notamment sur cette aile-ci, donc jusqu'à environ 25 mètres. Voilà, et donc pour les socles, donc on avait donc, dans le programme un cœur d'îlot qui devait être ouvert sur l'espace public et accessible en journée, avec un projet paysager qui devait être en continuité avec le projet d'espace public de notre maîtrise d'œuvre urbaine empreinte. Donc ce cœur d'îlot il devait aussi être très perméable pour infiltrer les eaux de pluie, où on a des ambitions assez élevées sur la ZAC d'abattre les pluies courantes et une part des pluies décennales. Et bien sûr, une pluralité d'usages dans ce cœur d'îlot pour accueillir le plus d'activités possible. Voilà, et donc pour le calendrier, très rapidement, donc un permis de construire qui doit être déposé en mars 2021, avec un démarrage des travaux du coup début 2022 pour une livraison en 2024. Merci beaucoup Delphine pour cette présentation du programme. Donc je vous rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez ou demandes de précision au fur et à mesure dans le chat. Et je vais tout de suite passer la parole à Dominique Lavigne et Guillaume Armandon de Quartus, qui sera suivi de la parole de Anne Lacaton et Julien Caillot, voilà, pour vous présenter le projet. Bonsoir à tous. Donc Dominique et Guillaume pour l'équipe, nous représentons Quartus Résidentiel. Depuis le janvier 2020, nous avons travaillé donc avec notre équipe, Lacaton Vassal, Gaëtan Redelsberger et également nos partenaires Habitat Humanisme pour améliorer et conforter les idées qui étaient ressorties lors du concours. Et les 104 logements s'organisent du rez-de-chaussée jusqu'au 7e étage, autour, sur un socle et autour d'une serre à rez-de-chaussée,
qui permet en fait le mélange et l'échange entre les futurs habitants. Le caractère inclusif du projet a été maintenu, l'idée étant de proposer une mixité au palier aux étages, dans les différents étages. L'idée étant effectivement de rassembler les différentes populations, tous les habitants, et de proposer au sein du forum des services et au rez-de-chaussée des activités et divers espaces communs, d'offrir des espaces communs, des services communs pour favoriser les interactions positives, le bien-être, le bien-vivre ensemble, qui était un élément fondateur du projet. Voilà pour la partie, je dirais, organisation entre les logements et les socles. Peut-être qu'on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Et le projet, bon, je vais laisser notre équipe d'architectes parler de l'architecture et revenir sur les fondamentaux de la restauration et de la surélévation du R+4 au R+7 avec les différentes caractéristiques environnementales et architecturales. Je prends la suite. Oui, allez-y. Anne Lacaton, architecte. Donc, je prends la suite pour expliquer le développement du projet tel que nous l'avions déjà présenté il y a maintenant un peu plus d'1 an. Sur les grands principes, les ambitions, les intentions du projet. Donc, tout ça, nous avons conservé et essayé de développer et même de renforcer tous ces caractères-là. Donc, comme cela a été dit, nous partons d'un bâtiment existant, le bâtiment Le Long, c'est-à-dire ce bâtiment en U qui est donc le plus à l'ouest de la ZAC et qui est le plus proche de la Fondation Cartier. Et le projet architectural se fonde sur 3 éléments constituants, donc qu'on peut voir donc ici sur la coupe et donc qui est un peu large puisqu'on voit donc le développement vers la Fondation Cartier. Donc ces 3 éléments constituants, donc ce sont les logements, c'est la partie principale du programme, donc qui occupe à la fois toute la partie du bâtiment existant, donc qu'on voit ici, et la surélévation, donc de 3 à 4 niveaux au-dessus du bâtiment existant. Le second élément, c'est un socle reconfiguré et transformé, donc qui comprend le rez-de-chaussée actuel, mais aussi ce qui préalablement était un niveau -1, mais que grâce au projet ou à la topographie du terrain, on a pu transformer dans un niveau tout à fait utilisable et habitable. Donc, dans ce socle reconfiguré, donc sur 2 niveaux, on trouvera principalement des activités en prise directe, en liaison directe avec l'espace public, notamment la croisée ici qu'on voit sur la droite, et des espaces communs donc, qui seront dédiés aux habitants, mais aussi à d'autres usagers. Et enfin, le 3e élément, qui est un élément très important, donc, qui est le jardin. Un jardin donc, requalifié, recomposé, qui redéfinit l'environnement du bâtiment et qui établit aussi ou rétablit une continuité végétale et écologique très forte avec le jardin de la Fondation Cartier qui est juste de l'autre côté de la clôture. Ce projet-là, donc, c'est avant tout un projet d'habitation. Donc, nous avons poursuivi l'ambition de qualité et de générosité des logements qui a prévalu dès l'origine de la conception. Tous les logements ont une qualité spatiale maximale, sans aucune distinction, qu'ils soient sociaux ou qu'ils soient privés. Ils offrent tous des espaces généreux, spacieux, agréables. Ils sont en majorité traversants ou à double orientation, notamment à partir du T3, avec des qualités spatiales qui sont différenciées.
selon que l'on est dans la situation de l'existant, où on a des niveaux déjà constitués avec des hauteurs sous plafond autour de 4 mètres et un rythme régulier de grandes fenêtres. Et la situation du neuf, donc comme on peut voir sur la photo, avec des très larges façades vitrées, coulissantes, des grands balcons, des jardins d'hiver qui sont très largement ouvrants donc, et qui forment des terrasses en été. Donc le projet architectural, il affirme cette dualité de deux architectures et la juxtaposition donc, de deux architectures, chacune avec son authenticité. Le bâtiment existant, le long, ce bâtiment de briques plutôt massif et bien ancré dans le sol, et la surélévation donc plus légère, plus aérienne, donc sur 3 à 4 niveaux au-dessus de l'existant. Le bâtiment existant est rénové, conservé avec ses qualités spatiales, son architecture, ses matériaux, sans modification ni de ses volumes, ni de ses façades, ni de sa structure intérieure. Donc une attention à conserver, à faire avec l'existant au maximum, donc à part des éléments secondaires qui n'étaient plus utiles, la quasi-totalité du bâtiment est réutilisée. Et la surélévation de 4 niveaux, donc qui est plus transparente et avec des nuances de profondeur, donc des façades qui sont réalisées par le fait des balcons filants et des jardins d'hiver, donc avec des séries de plans verticaux comme ça qui ferment les différents espaces. Et aussi un gabarit dégressif au fur et à mesure qu'on monte, qui affine, qui effile la volumétrie générale au droit de chaque pignon. Au cœur de l'îlot, on retrouve la vue, une autre vue donc, qui est depuis la rue Boissonnat, où on voit donc également là, le bâtiment existant et sa superposition, donc, dont les matériaux principalement constitués de verre ou de matériaux transparents réfléchiront aussi la lumière du ciel ou la lumière ambiante, donc qui va accentuer aussi la légèreté de cette surélévation. À l'intérieur de l'îlot, donc c'est un jardin. C'est ce jardin existant, mais aujourd'hui assez endommagé, qui sera restauré, renforcé, avec la conservation des espèces en place qu'on a soigneusement répertoriées, et notamment la conservation du grand cèdre. Et le jardin, donc, il est un peu complexe aussi, parce que pour revenir donc à la coupe de quelques diapos avant, il est constitué de plusieurs ambiances qui forment une assise à l'ensemble du bâtiment. Donc, on retrouve au centre, bien sûr, avec le jardin principal, mais aussi autour du bâtiment. Donc, en plus du jardin central de l'îlot, donc qu'on retrouve ici, cet ensemble de jardins comprend aussi des petits jardins, donc qui sont sur les pentes ici des talus sur la périphérie ou sur des cours anglaises, et aussi donc un jardin sous serre au centre de l'îlot, donc qui sera, cette serre est créée dans le projet, donc une ambiance climatiquement protégée, mais qui sera aussi un espace important de convivialité et de jardinage pour tous les habitants ou les usagers, directement aussi connectés. Donc, il fera l'interface entre le jardin d'un côté et de l'autre, cette galerie de circulation qui dessert l'îlot. Ces différents jardins se développent, et c'est une démarche auquel on tient particulièrement, donc ils se développent à partir des caractéristiques existantes de la végétation en place, donc en confortant les espèces. Donc, on a fait un travail de répertoire assez soigné, assez soigneux pour pouvoir les laisser, les conforter et aussi amener d'autres variétés, d'autres espèces qui seront en parfaite cohérence avec celle-ci. Et donc, à travers ça, la continuité de la biodiversité qui est recherchée avec le jardin de la Fondation Cartier, donc par des variétés végétales aussi qu'on retrouve équivalentes à celles de la Fondation Cartier.
Un point particulier aussi qui est de noter que la topographie du sol avec donc ces talus en pente tout autour du bâtiment et ces cours anglaises, donc c'est quelque chose qu'on a retravaillé et valorisé et qui nous permettent de façon très intéressante de définir une sorte de double rez-de-chaussée. C'est-à-dire qu'auparavant, ces espaces-là qui étaient plutôt considérés comme des espaces un peu en semi-sous-sol, retrouvent une qualité de rez-de-chaussée, donc qui permettent à ces activités de se développer sur ces deux niveaux. Donc pour développer un peu plus la question du socle, le socle, c'est donc sur ces deux niveaux, le rez-de-chaussée bas et le rez-de-chaussée haut, c'est un socle porteur d'usages partagés. Il est occupé principalement par des activités, des espaces communs, que ce soit pour les habitants, mais aussi pour les usagers, mais aussi des logements en rez-de-chaussée, en rez-de-chaussée haut, sur les ailes latérales, donc qui sont plus protégées du passage et vis-à-vis du jardin. Et donc depuis cette année de développement du projet, donc ce socle a fait l'objet d'un travail assez précis pour l'organiser, le réorganiser, améliorer son fonctionnement, renforcer le rôle des espaces communs. Donc ici, c'est le rez-de-chaussée haut, donc qui est connecté aux voiries extérieures donc par ces passerelles. Alors qu'ici, du côté jardin, on est plutôt de plein pied de la voie, de même niveau que la voie en boucle. Donc ici, on va retrouver sur l'aile principale, donc qui est la plus proche de la croisée, on va retrouver donc ici un espace commun de quartier qui est l'auditorium qui est conservé donc, et qui sera revalorisé, réaménagé, et des activités commerciales donc, du côté de la croisée. Donc ici, côté intérieur, sur les deux branches latérales de l'îlot, des bâtiments, on retrouve plutôt des logements, donc de même niveau que le jardin. Et puis, donc, la relocalisation aussi, ou en tout cas une localisation remaniée des locaux à vélo, donc qui se trouvent ainsi replacés très à proximité des accès sur le site. Cette galerie centrale aussi qui traverse le site, donc entre l'aile des activités, le jardin et les ailes d'habitation, est aussi un élément très important que nous avons conservé et confirmé, donc qui sera ouvert et donc qui permettra à la fois de desservir les accès privatifs des logements, les activités, aussi cet espace de jardin sous serre et le jardin lui-même au centre de l'îlot. Autre particularité plus technique, donc l'ajout d'un transformateur donc à l'échelle du nouveau quartier. Le suivant. Le rez-de-chaussée bas, donc, qui lui sera desservi par des escaliers, des pentes depuis la rue, mais aussi des escaliers à chaque bout qui permettront aussi de descendre dans ces espèces de circulation basse, donc aux bases des talus. Et là, on retrouve exclusivement des activités donc, sur la branche principale et sur les branches latérales, donc, qui seront plutôt des ateliers, et la partie basse donc, de l'auditorium. Alors que au centre de l'îlot, on retrouvera donc en relation aussi avec la serre jardin au-dessus, un forum des services, donc à destination des habitants de l'immeuble, donc où on aura plutôt la question des réparations de vélos, la valorisation des déchets, etc., mais aussi tout ce qui peut concerner le travail avec le jardin. Pour continuer sur les étages supérieurs, donc on passe au logement, donc effectivement qui sont une partie extrêmement importante du projet, donc 134 logements, donc le nombre a été maintenu, donc avec deux configurations très différentes. Donc sur la gauche,
la rénovation de l'existant, donc avec des logements réinstallés dans l'existant, donc 68 logements dans cette partie-là. Les cages d'escalier sont conservées de l'état existant, puisqu'elles desservaient tout à fait correctement et agréablement le bâtiment. Donc, on les a conservées et elles se prolongent ensuite au-dessus pour desservir la partie neuve. Et sur ces parties existantes, donc les logements sont traversants, donc d'une façade à l'autre, des fenêtres à l'autre, avec des hauteurs sous plafond, donc assez importantes. Et dans le neuf, donc 66 logements dans la surélévation. Dans le neuf, on a le gabarit donc, de la construction qui suit le gabarit de l'existant, donc qui se superpose exactement, donc dans le même alignement. Et là aussi, des logements traversants d'une façade à l'autre, mais avec une composition un petit peu différente, puisque ces logements-là ont chacun un jardin d'hiver du côté du séjour, donc pour agrandir et donner une extension du séjour, donc qui sera sous forme de jardin d'hiver l'hiver et sous forme de terrasse largement ouvrable l'été, plus de chaque côté, donc des balcons qui prolongent encore la possibilité de sortir à l'extérieur. Donc ce travail sur les logements a été continué de manière à garder sans aucun compromis cette qualité spatiale et cette générosité des logements que nous avions voulu mettre en place. Suivant. Donc, au niveau des typologies, donc on retrouve sur ces 134 logements donc, des logements du T1 au T5 qui sont répartis à tous les étages assez équitablement, que ce soit dans l'existant, que ce soit dans le neuf, autour des escaliers. Donc, il y a une répartition qu'on a essayé de conserver, qui soit la plus mixée possible. Et de la même manière, les logements affectés, les différentes affectations de logements, donc BRS, logements sociaux et logements libres, donc respectent aussi les engagements qui avaient été pris. Et là aussi, donc avec une répartition par étage, par cage d'escalier, donc où on a là également une mixité des affectations qui soit à peu près à tous les étages. Donc, tous ces engagements qu'on avait pris, on les a poursuivis et donc le projet se continue dans cette voie. Et le dernier point, donc, c'est le développement des études environnementales. Donc, on a développé les études de manière plus précise pour confirmer que les objectifs sont remplis et que les performances requises sont atteintes. Donc, Julien va expliquer un petit peu plus en détail donc, les différents points sur lesquels portaient les performances environnementales attendues. Alors, je vais juste… il y a beaucoup de sujets qui ont déjà été évoqués, puisqu'en fait, c'est un projet qui, dès le départ, est vertueux du point de vue environnemental parce qu'on commence par réutiliser un bâtiment existant. Donc, on utilise peu de matière et on continue ce travail-là en essayant, quand il faut amener des nouveaux matériaux, de trouver des matériaux de réemploi du site ou d'autres provenances pour continuer cette démarche-là. C'est un projet aussi qui est basé sur une conception passive et bioclimatique au départ, puisqu'on intègre dans l'enveloppe une double peau qui permet de capter les apports solaires dans la surélévation, avec des jardins d'hiver qui permettent de créer des vrais espaces annexes au logement, qui permettent à la fois d'être à l'extérieur et de faire rentrer dans le logement les apports solaires en toute saison. Dans l'existant, on utilisera plutôt l'inertie thermique du bâtiment existant qui est très importante. Cette conception, elle nous permet d'atteindre des besoins énergétiques de niveau Passive House qui sont demandés dans le cadre de la consultation, qui étaient 15 kWh par mètre carré pour les logements neufs et 25 kWh par mètre carré pour les logements existants, et la même chose pour les activités. Voilà, on est un petit peu en dessous. On arrive à obtenir ces niveaux-là en ayant très peu d'installations techniques et essentiellement par des systèmes passifs. Ce qui nous permet également d'avoir des logements qui sont très faciles à ventiler naturellement. On a beaucoup de logements traversants ou des logements en angle qui ont plusieurs orientations.
On a un système de protection solaire avec des protections extérieures qui sont soit des stores sur la partie existante, soit des rideaux extérieurs qui nous permettent d'atteindre des niveaux de confort importants, c'est-à-dire moins de 10% du temps au-dessus de 25 degrés pendant l'année sur l'ensemble des logements, et y compris sur des scénarios projetés à 2050 sur la base des scénarios des spécialistes du GIEC actuel. On a une très grande quantité de lumière naturelle qui vient dans les logements. On a aussi un jardin naturaliste, voilà, Anne en a déjà parlé, qui est très important, qui prolonge le travail qui est fait à côté sur la Fondation Cartier, qui réutilise les sols en pleine terre existants en restituant les sols d'origine, qui préserve aussi des espèces existantes sur le site. On va simplement s'attacher à enlever quelques espèces invasives dont la présence n'est pas souhaitable et pas forcément qualitative, mais on va réutiliser tous les arbres et arbustes existants. On essaye aussi de réutiliser les arbres et arbustes qui sont sur la périphérie actuellement et qu'on va essayer de transplanter sur le site pour les préserver, notamment des aubépines ou des rosiers qui datent vraisemblablement de l'époque du cèdre, voilà, de l'ancien couvent, et vraisemblablement qui sont des contemporains du cèdre de Châteaubriand qui était dans la Fondation Cartier voisine. Pour la gestion des eaux pluviales, on a des enjeux qui sont effectivement importants, et d'autant plus qu'on est sur un site assez réduit. On a très peu d'emprise au sol en pleine terre, et on a très peu de possibilités d'infiltration puisqu'on a des carrières souterraines. Donc on travaille sur de l'évapotranspiration en végétalisant le plus possible des surfaces, en utilisant le jardin intérieur qu'on crée aussi, qui crée en fait des jardins étanches qui vont permettre de restituer l'eau pluviale dans l'atmosphère, au lieu de l'infiltrer ou de l'envoyer dans les réseaux. On atteint enfin des objectifs de matériaux biosourcés en utilisant le maximum de matériaux d'origine biologique, notamment du bois dans le bâtiment. Donc on a des objectifs très précis de tonnage de matériaux à utiliser dans le bâtiment, qui représente environ 36 kg par mètre carré. Enfin, en faisant tout ça, on arrive à des niveaux d'émissions carbone qui sont très faibles et qui sont bien en deçà des objectifs courants pour des bâtiments de logement, donc que vous voyez un peu sur le document. Voilà. Je vous remercie pour votre attention, et je pense qu'on va être disponibles tous les trois pour pouvoir répondre à vos éventuelles questions sur les sujets qui nous concernent. Voilà. Merci beaucoup pour vos présentations respectives avec un respect du timing absolument parfait. Donc, double bravo. Je voulais saluer et peut-être donner la parole à Madame la maire, Karine Petit, qui nous a rejoint. Voilà, avant on va ouvrir les débats et je vous donne peut-être la parole à ce moment-là, enfin les débats, les questions. Donc, un certain nombre d'entre vous a d'ores et déjà posé des questions via le chat. N'hésitez pas à continuer à le faire. Donc, je vais reformuler les premières questions que vous avez posées, et les différents intervenants vont vous répondre directement à l'oral. Alors, la première question concernait la Fondation Cartier. La Fondation Cartier est-elle vouée à disparaître dans les prochaines années, étant donné que le projet architectural là s'appuie sur la continuité architecturale de cette fondation? Du coup, il y avait une question voilà, sur le devenir de cette Fondation Cartier. Karine Petit, vous avez d'ores et déjà répondu par écrit à la question. Peut-être qu'on peut la reformuler pour ceux qui n'ont pas les yeux rivés sur le chat à l'oral. Si ça vous va, je vous laisse y répondre. Oui, bonsoir tout le monde. Ravie d'être autour de la table et de l'écran, et merci à toute l'équipe qui a présenté, lauréate, hein, qui a présenté ce projet. Et je me souviens très bien pour avoir fait partie du jury, comme d'ailleurs des habitants du 14e arrondissement. On avait c'était le projet vraiment qui avait compris le cahier des charges très exigeant dans son intégralité, tant du point de vue de l'architecture, de son insertion dans le quartier Saint-Vincent-de-Paul, mais aussi aux abords, et puis d'un point de vue de la végétalisation, de la répartition. Vous avez vu à l'échelle du palier
sur la mixité dans les logements et puis les espaces communs, les espaces collectifs qui sont en rez-de-chaussée. Et c'est un bâtiment qui a une très grande performance, en tout cas qui a mis la barre très haut en termes d'exigence environnementale. Et je crois que l'équipe lauréate, mais également nous, la mairie, mais également Paris Métropole Aménagement, nous aurons tous à cœur. Alors, on a un problème de son. Alors, madame. C'est moi qui ai coupé, Claire. D'accord. Voilà, malencontreusement. Soit à la hauteur de ce qui vous est présenté ce soir. La Fondation Cartier. Donc, la Fondation Cartier, elle a décidé de devenir propriétaire d'une très grande surface dans le centre de Paris, donc sur l'espace Louvre antiquaire, qui est de plus de 10 000 m², donc ce qui n'était d'ailleurs du coup pas du tout les hypothèses sur lesquelles nous avions essayé de travailler avec elle pour une extension sur Saint-Vincent-de-Paul, parce que on était plutôt sur des discussions en 2014-2013 qui étaient aux alentours de 3 000, 4 000, même des fois 6 000 m², mais là ils ont vraiment fait le choix d'un autre projet. Par contre, Hervé Chandès, je pense qu'il serait peut-être disposé à venir en discuter avec les habitants du quartier quand son projet au centre de Paris sera plus avancé, mais il garde le site de boulevard Raspail pour pouvoir installer plus confortablement ses équipes et puis développer peut-être des projets aussi d'exposition et surtout de résidence artistique. Et la question du jardin et de son accessibilité, c'est encore quelque chose à discuter avec l'équipe de la Fondation Cartier. Donc, voilà, à disposition pour refaire le point, bien évidemment, avec l'ensemble du quartier. Mais le bâtiment de Jean Nouvel reste bien évidemment dans le quartier. Voilà, et de toute façon, dans le projet Saint-Vincent-de-Paul, nous avons bien un projet culturel qui avait fait l'objet d'un espace culturel avec de l'art contemporain qui avait été présenté le mois dernier, je crois, sous ce même format. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette réponse sur la Fondation Cartier. Alors, on a une seconde question. Je reviens, je n'ai pas oublié les logements en BRS, on y revient juste après. Juste sur l'architecture. On avait une question, pourquoi avoir conservé ce bâtiment non classé, sans isolation thermique et phonique, avec de petites ouvertures, si ce n'est pour échapper à l'obligation de réaliser 30% d'espaces verts, et le témoignage de l'architecture des années 50 ne vaut pas eu égard de la surélévation. Alors, sur cette réflexion plus que question, peut-être Anne Lacaton, vous souhaitez répondre ? Écoutez, je pense que conserver des bâtiments quand ils sont en bon état, c'est une démarche absolument importante en termes environnementaux à tous les niveaux. Donc ce bâtiment, c'était une donnée au niveau du concours de le garder, mais je pense que pour nous, ça n'a pas été un sujet de questionnement parce que c'est une démarche qui est la nôtre aussi, quand on a un existant, de regarder tout d'abord ses qualités et ce qu'on peut en faire avant de détruire, parce que détruire, c'est la pire des choses et la plus consommatrice de CO2, la plus désastreuse. Donc là, ce bâtiment-là, en fait, il est en bon état. Donc les questions de fenêtres, les questions d'isolation sont des questions techniques qui se résolvent parfaitement, mais à l'intérieur, il offre par sa configuration une très grande facilité de réutilisation de l'espace, une très grande flexibilité puisqu'on n'a pas de point porteur intérieur. Donc, de toute façon, c'est un bâtiment qui n'avait aucune raison d'être démoli parce qu'il répond parfaitement à ce qu'on peut attendre d'un bâtiment. Et le travail de rénovation permettra, sur le plan économique d'ailleurs, entre la rénovation d'un bâtiment comme ça et sa destruction et la reconstruction, à tous les niveaux, donc c'est beaucoup plus favorable, donc ce soit en termes économiques, mais aussi en termes écologiques, puisque la réutilisation d'un bâtiment consomme peut-être 30 ou 40 fois moins de nouveaux matériaux que de construire à neuf. Donc, c'est clair que pour nous, c'était
pour nous, la démarche, c'est toujours de voir des existants comme une opportunité avec laquelle il faut savoir travailler, il faut observer et il n'y a aucune raison de penser que ces bâtiments-là doivent être tous démolis. Merci beaucoup pour cette réponse complète. Alors, on arrive sur une autre question. Concernant les grandes baies transparentes, il y avait une préoccupation d'un des participants qui s'inquiétait pour les oiseaux, à savoir s'ils n'allaient pas s'assommer dessus. Qui souhaite réagir sur cet aspect? Il n'y a pas de miroir, hein, il n'y a pas d'effet de miroir. Donc il y a pas... Alors, Anne Lacaton, je pense que ce n'est pas des façades rideaux donc, qui ont un effet miroir. Donc, je pense que il y a une certaine réflexion de la lumière ambiante, mais surtout, il y a une transparence. Donc, il n'y a pas de... on n'a jamais eu connaissance, en fait, dans tous les projets qu'on a fait, d'avoir ce type de problème. Donc, ce n'est pas les façades miroirs. Donc, il n'y a pas de... Je pense que pour les oiseaux, ils voient très bien ce qu'ils ont en face d'eux. Par ailleurs, ce sont des façades habitées, donc il y a des rideaux, il y a des meubles, les gens vont les aménager et je pense que les oiseaux sauront repérer que ces espaces ne sont pas à eux en profitant quand ils le peuvent quand même, mais en les évitant aussi quand il faut. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Donc, a priori, on peut être rassuré pour les oiseaux. Alors, il y avait une autre question sur la pente, sur la question de la pente côté rue Boissonnade, qui avait été proposée dans la concertation initiale menée avec Yannick Beltrando pour éviter l'aspect falaise sur la rue. Donc, le participant qui pose cette question dit que ça se retrouve bien dans le projet, mais pas côté jardin. Pourquoi ce changement? Et il propose, enfin, il indique que cela peut être modifié sans perte de mètres carrés constructibles. Alors, qui souhaite répondre sur cet aspect? Est-ce que vous pourriez répéter un petit peu parce que je pense pour préciser la question, je crois qu'on parle de l'épanage en fait du bâtiment où en fait Yannick Beltrando dans son projet de capacité avait prévu effectivement sur la surélévation quelque chose en escalier. Mais bon, après, je vous laisse répondre, mais qui se retrouve quand même dans votre projet aussi sur le fait d'avoir en fait un retrait vers le haut à chaque étage, comme dans la capacité qu'avait faite Yannick Beltrando. Oui, c'est le cas donc de tous les bouts des bâtiments, toutes les bouts des ailes du bâtiment, les deux derniers niveaux sont toujours en retrait, quel que soit le côté. Alors, peut-être sur l'image Boissonnat, on ne le voit peut-être pas parce que précisément le dernier niveau ne se voit pas avec le recul. Alors, si on revient peut-être sur... Mais peut-être si on revient sur la coupe, la coupe du bâtiment. Alors, on nous précise que la pente est du mauvais côté, pas la façade sur Boissonnade, comme élément de précision de la question. Alors, on remet la coupe pour y répondre. Mais voilà, je pense qu'on parle de ça dans la capacité en tout cas. Et pour la coupe, je vous remets la coupe. Voilà. En fait, on a ces retraits à tous les niveaux, de tous les côtés. C'est pour ça que pardonnez-moi, mais je ne comprends pas très bien la question de l'intérieur, en fait. Alors, on va demander à Monsieur Schlinberger qui a posé la question de préciser à l'écrit. On ne donne pas la parole, Monsieur Schlinberger. Il y a trop de monde ce soir. Donc, si vous pouvez préciser à l'écrit, pendant que vous la reformulez, on y répond, on y revient juste après. Alors, on va passer à une autre question en attendant. Donc, est-ce que vous pouvez préciser les surfaces prévues pour chaque catégorie de logement, du T1 au T5? Surface. Je sais pas. Là, Julia. Alors, on est en train de regarder. Tu les as, les surfaces? Et les surfaces moyennes, non? Les studios sont à peu près en surface moyenne de 30 mètres carrés. Les deux pièces, 45, un petit peu plus de 45, 46 mètres carrés. Les trois pièces, on est sur des surfaces moyennes de 68 mètres carrés.
Les 4 pièces entre 80 et 90, parce qu'on a mixé un petit peu les typologies, enfin les surfaces dans chaque typologie. Et dans les 5 pièces, on est entre 100 et 120 mètres carrés. Très bien. Merci beaucoup pour ces précisions. Ensuite, il y a des questions sur le système de chauffage des logements et l'isolation phonique et thermique. Si vous pouvez nous en dire un petit peu plus. Alors, le système de chauffage, avant tout, c'est un bâtiment bioclimatique, dans le sens où, par défaut, c'est-à-dire sans système de chauffage, on profite au maximum soit de la capacité d'inertie du bâtiment existant, ou soit dans la surélévation des apports solaires. Ça, c'est le chauffage principal du bâtiment. Voilà, c'est-à-dire ces jardins d'hiver qui vont venir faire à la fois un espace supplémentaire, mais une isolation thermique vis-à-vis de l'extérieur, qui va capter par effet de serre de l'air chaud, qui va servir d'ailleurs à préchauffer l'air neuf à l'intérieur des logements. Et aussi l'effet d'inertie du bâtiment existant, c'est-à-dire que sa masse est telle qu'en fait, il accumule de la chaleur la journée et qu'il va restituer en froid l'hiver. Il y a une forme de constance comme ça à l'intérieur. Et ça, c'est très bénéfique pour justement gérer ces questions de chauffage. Donc finalement, avec l'ensemble de ces principes, de ces qualités du bâtiment existant et de l'architecture du bâtiment neuf, l'apport de chauffage à apporter est assez minime. Mais bon, on a la chance. Il sera assuré. Voilà, et donc du coup, on a la chance d'être juste avoir le réseau de chaleur urbaine de la ville de Paris à proximité. Et on vient se brancher dessus. Donc ensuite, on a un réseau de distribution de chaleur et de radiateurs pour assurer l'appoint et finalement laisser aussi l'utilisateur, l'habitant, pouvoir gérer son chauffage comme il l'entend à travers soit les façades et les ouvertures et la capacité à régler sur les radiateurs l'appoint. Ce sera donc un chauffage par radiateur à eau chaude avec thermostat individualisé. Ouais. Très bien, merci pour le chauffage. Et il y avait aussi donc la question d'isolation phonique et thermique, si vous pouvez en dire 2 mots. Alors oui, l'isolation phonique, ça c'est une question de conception de matière, parce que, enfin, comment dire, on est dans un quartier où il y a peu de circulation. Donc il y a assez peu de bruit environnant, en tout cas de bruit de circulation, on n'est pas au bord d'un périphérique. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà assez bénéfique pour le confort des futurs habitants. Après, ensuite, on met en place que ce soit des complexes de plancher ou des systèmes d'ouvrants coulissants qui sont finalement adéquats avec cette situation pour avoir une isolation acoustique, enfin un confort acoustique plutôt, parce que c'est vraiment ça, c'est une question de confort, c'est avoir un bon équilibre entre le bruit extérieur, le bruit du voisin, du dessus, du côté, les enfants dans la cour, voilà, un confort acoustique intérieur des logements qui soit largement au-dessus de la norme d'ailleurs et qui soit très pertinent. Et ensuite, finalement, la question sur l'isolation thermique, elle est liée au premier point qui était celui du chauffage. C'est-à-dire que pour le bâtiment existant, encore une fois, on profite de l'inertie de la structure. Et ensuite, effectivement, on ajoute un complément par l'intérieur pour avoir vraiment des performances optimum. Et sur la surélévation, donc on retrouve ce principe de jardin d'hiver, d'effet tampon qui profite pleinement, enfin, voilà, qui joue le rôle d'isolation thermique. Merci pour ces précisions. Alors, on a quelques... Oui, pardon. Je voudrais juste compléter que de toute façon, tous ces éléments-là, ça rentre aussi dans les contrôles qui sont faits à travers les labellisations et donc toutes les performances environnementales qui sont requises. Donc, quand on donne les chiffres, évidemment, derrière, il y a après tous les contrôles qui permettent de s'assurer que c'est réalisé. Merci.
Alors, on a une précision sur la question de la pente. Donc, la précision, c'est que la façade côté rue Boissonnade est verticale sur au moins 3 niveaux. La façade côté opposé est en escalier sur tous les étages. Et voilà, la personne qui dit ça dit que c'est contraire à ce qui avait été convenu initialement avec Yannick Beltrando, enfin, ce qui avait été dit dans le cadre de la concertation. La façade rue Boissonnat, elle est comme les autres, c'est-à-dire qu'elle est verticale sur 2 niveaux de la surélévation et en retrait sur les 2 autres niveaux, comme vous pouvez le voir là sur la main. Très bien. Ok, merci. Je pense que sur la perspective de la rue Boissonnat, je pense qu'il faut effectivement faire attention que ce qu'on voit effectivement là, c'est les 2 premiers niveaux au-dessus de l'existant qui sont alignés, et au-dessus, on voit un niveau en retrait, et il y a encore un niveau en retrait au-dessus, mais qu'on ne voit pas du fait de la perspective, ou qu'on voit très peu. D'accord, ok. Donc, je pense que le principe est le même, et suit effectivement les recommandations de Yannick Beltrando dans le cahier des charges que nous avions. Ok, donc ça répond à la dernière... au dernier commentaire où M. Schlimberger disait qu'il était prévu que l'ensemble de la surélévation devait être en retrait. Donc, voilà. Alors, il y avait une question sur les logements en BRS. Enfin, il y avait plusieurs questions. Sur quels critères s'appuiera la foncière de la ville de Paris pour choisir les acheteurs et à partir de quand seront-ils mis en vente, quand candidatés? Alors, peut-être Karine Petit sur cette question? Alors, le micro est… Voilà. Ah, c'est bon. Voilà. J'étais en train de répondre sur la rue Boissonnade. Donc, rue Boissonnade, il y aura bien une sortie, mais elle sera piétonne. Une sortie du quartier, mais qui sera piétonne. Voilà. Alors, d'abord, la foncière de la ville de Paris, elle va intervenir sur le bâtiment Lepage. En tant que tel, hein. Donc pas sur le bâtiment Le Long dont on parle ce soir. Par contre, donc c'est le groupement Quartus et Habitat et Humanisme qui vont s'occuper, et c'est pour ça d'ailleurs, hein, c'était les seuls candidats à proposer ce système de foncière, de coopérative. Sur ce projet. Ça a fait partie, en tout cas, des arguments forts pour lesquels nous avons retenu ce projet. Et je pense qu'il faut qu'on puisse, en tout cas, c'est la logique qui nous anime sur l'ensemble du quartier, d'harmoniser les critères de choix. Donc, sur la foncière, par exemple, on vient tout juste entre les élus et l'équipe de la foncière de la ville de Paris de définir ces critères. Très concrètement, par exemple, ce sont… je vais peut-être laisser parce que moi, je suis… Ou alors, sauf si Agnès pourra résumer à nouveau, parce qu'on en a beaucoup parlé au mois de janvier, au mois de février, mais du coup, je ne voudrais pas dire avec des mauvais mots. Et je vais peut-être sinon laisser l'équipe… Quartus et Habitat et Humanisme répondre à cette question sur les critères et la manière. Et puis sur le calendrier, rien n'est encore sorti pour Lepage, pour ce qui est de la partie foncière Ville de Paris. Mais par contre, ça va bientôt venir, d'ici la fin du printemps, d'ici le mois d'avril-mai. Et je vais laisser l'équipe là répondre pour le bâtiment Le Long. Et je compléterai certainement ou Agnès. Voilà. Ouais, je peux peut-être compléter juste sur le bâtiment, Lepage, hein, donc pas celui dont on parle. Donc en fait, les critères qui vont être utilisés par la foncière, ce sont des respects de plafond de ressources, une obligation de résidence principale et un plafond de taux d'effort. Voilà quels sont les 3 critères importants. Et bien évidemment, chaque personne et chaque candidat signera une charte sur laquelle il y aura effectivement un certain nombre d'engagements en termes de participation à la vie commune, de participation au projet, pour vous en donner les grandes lignes. Et puis, il y aura donc des cotations qui seront faites en fonction de la composition familiale, en fonction des liens qu'ont les gens avec Paris,
et du patrimoine qu'ils détiennent. Voilà en ce qui concerne globalement les critères qu'il y aura sur le bâtiment Le Long. Et il y aura de toute manière, ne vous inquiétez pas, une information très très large quand les candidatures pourront être reçues et sur l'ensemble des critères qui seront utilisés. Par contre, sur le page, je vous redonne la parole. Oui, alors Quartus et Adeline Chambre ou Delphine, voilà, allez-y. En ce qui concerne les critères sur le bâtiment Le Long, nous collerons avec les critères qui sont sur le bâtiment Le Page. Nous avons déjà échangé avec Habitat Humanisme et puis l'OFS de la ville de Paris. La commercialisation pour le bâtiment Le Long est plutôt prévue en septembre prochain. Toutefois, il y aura également sur le site je me tourne vers Delphine, sur le site de PMA, les coordonnées vers qui vous pouvez vous tourner chez Quartus pour que vous ayez le bon résultage et que vous soyez informés également de la mise en commercialisation. Très bien. Delphine, tu voulais compléter ou... Non, du coup, Adeline non plus. Ok. Dit, effectivement, on diffusera sur le blog de Saint-Paul et notre site internet dès que ça sortira côté Quartus Habitat Humanisme. Très bien. Sur le page, il y avait une précision également qui était demandée, à savoir si les promoteurs étaient bien au courant qu'aucun logement loué n'aura de place de parking, mais je suppose que c'est le cas. Oui. Qui souhaite... Oui, tout le monde acquiesce, donc c'est bien le cas. Voilà. Il y avait une question. Alors, alors, on finit sur les prix. Quel prix du mètre carré pour les logements libres? Nous sommes sur un prix au mètre carré moyen de 17 000 € TTC. Très bien. Merci. Et alors, il y avait une demande en parallèle, si vous pouvez écrire via le chat les 3 critères BRS. Voilà, si comme ça c'est bien écrit et pour tout le monde. Et alors, il y avait une question sur une remarque, en tout cas quelqu'un qui disait qu'il y avait beaucoup de nuisances pour les riverains en ce moment avec le chantier Le Long, mais je crois que ce n'est pas le chantier Le Long, mais il y avait beaucoup de nuisances pour les riverains via le chantier. Il y a beaucoup de bruit, de poussière, de tremblements d'immeubles pour les voisins, d'horaires de couvre-feu non respectés. Donc la question était quelles mesures comptez-vous prendre là-dessus? Corinne Martin, peut-être de Paris et Métropole Aménagement. Oui, bonsoir. Donc oui, effectivement, en ce moment, les chantiers, de toute façon, vous avez dû recevoir un courrier dans vos boîtes aux lettres et également par mail. Donc, reprécisant effectivement qu'il y a actuellement la déconstruction de Rappi, le concassage pour des débris pour le terrassement et la consolidation des carrières jusqu'au fin avril. Donc, concernant les horaires de chantier, normalement, elles doivent être respectées. On a été alerté aujourd'hui même sur ce sujet. Donc, on va évidemment prendre toutes les mesures requises auprès des entreprises si ces horaires n'ont pas été respectés. Après ça, normalement, les seules exceptions sont les convois exceptionnels qui doivent effectivement, dont la mobilité n'est autorisée qu'avant 6 heures du matin, si j'ai bien compris. Voilà, je ne suis pas une spécialiste non plus, mais donc voilà. Mais a priori, il ne devrait pas y avoir de chantier au-delà des horaires autorisés, quoi. Voilà, donc on ne manquera pas de revenir vers vous selon les canaux habituels pour vous faire connaître précisément ce qui aurait pu ne pas fonctionner comme il aurait fallu. Après ça, normalement, les lieux de concassage sont du côté de l'avenue d'Enfer Rochereau, donc pas vers la rue Boissonnade, pour éviter justement d'avoir trop de nuisances. Et concernant les poussières, il y a des dispositifs d'humidification pour éviter justement que ça génère trop de poussière. Voilà, c'est tout ce que je peux dire à ce stade de là où je suis. Merci Corinne pour ces précisions. Alors, il y a une autre question d'une étudiante qui souhaite savoir quelle est la structure du bâtiment, quel type de plancher dans l'existant. C'est une étudiante qui utilise le bâtiment existant pour la mise en œuvre de la mise en œuvre virtuelle de son projet. Donc, est-ce qu'on peut avoir cette précision?
Alors, c'est un bâtiment dont la structure verticale est en maçonnerie, mais les planchers sont en béton armé, en poutrelles et dalles béton armé. Très bien, merci pour ces précisions. Alors ensuite, il y a 2 questions donc, qui ne concernent pas directement le projet Le Long, donc je ne sais pas si on va être en mesure d'y répondre. Il y a les logements en BRS, le prix au mètre carré et le prix du loyer foncier. Et il y a une question sur le prix du mètre carré pour la façade d'Enfer. Du coup, je ne sais pas si on peut apporter ces réponses ce soir. On n'a peut-être pas forcément les bons interlocuteurs. Alors, vas-y Delphine. Oui, je ne sais pas si ça marche, moi, mon micro. Alors, vas-y. Oui, ça marche, Adine. Ça marche, ok. Alors, je peux répondre sur… non, effectivement, sur la façade d'Enfer, on a eu une réunion dédiée sur d'Enfer. Et donc, Cogedim est encore en train de caler sa grille de prix. C'est ce qu'il nous avait indiqué lors de cette réunion. Donc voilà, ça, c'était sur la question de la façade d'Enfer. Et l'autre question, c'était sur le BRS, c'est ça le prix. Donc là-dessus, le prix, il est fixé par la loi. Alors, Karine et Agnès, vous me corrigez parce que c'est 5 500 € par mètre carré, je crois à peu près l'ordre de grandeur. Et ensuite, il y a effectivement une redevance pour le foncier qui est entre 2 et 3 € par mètre carré selon les projets. Là encore, entre la foncière de la ville de Paris et Habitat Humanisme, ce n'est pas exactement les mêmes montants. Voilà, donc c'est les éléments d'ordre de grandeur de prix. Alors après, il y a des actualisations chaque année, etc. Mais en tout cas, c'est l'ordre de grandeur. Merci pour ces précisions. Pas besoin de… Avec Claire, oui. Pardon. L'objectif de ces dispositifs, c'est très, très important de le rappeler, c'est que c'est anti-spéculatif. C'est-à-dire que du coup, et sur le page et sur le long, eh bien, quand les personnes céderont leur propriété, un peu nouvelle formule, eh bien, il n'y aura pas de spéculation foncière sur ces logements. Très bien. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, il y a encore une question sur le page. Donc, je précise quand même que ce n'est pas le cœur de la réunion de ce soir. On l'a dit rapidement, mais on est sur le long. Donc, l'idée de construire le page en retrait est-il toujours à l'ordre du jour? Est-ce qu'on peut faire une réponse très rapide là-dessus ou on n'a pas les éléments? Le page, effectivement, en fait, on n'a pas encore de projet architectural parce qu'on n'a pas encore du tout l'équipe d'architectes sur ce lot-là. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui voilà, dans comment il sera construit exactement. Très bien, merci. Alors, il y avait une autre question et donc il est 19h38, on avait dit jusqu'à 19h30, on prend encore quelques questions si vous en avez, puis après on va laisser tout le monde aller manger et passer la soirée en famille. Donc il y avait une question sur Quartus, a-t-il bien gardé les adresses mail qu'on leur a communiquées au moment de la concertation, au moment de la mise en vente? Donc je pense que oui, mais pouvez-vous nous confirmer? Oui, tout à fait. Mais rien ne vous empêche de vous manifester à nouveau et nous envoyer un petit message. Donc, je comprends l'appel. Inondez-les de mails, c'est ça, et ils seront très contents de recevoir vos mails. Donc, n'hésitez pas. Je vais revenir là-dessus rapidement. Donc, Corinne Martin, Communication Paris Métropole. Non, juste pour dire qu'on continue, enfin, le blog du projet continue d'être quand même une plateforme d'information sur tous ces aspects-là, que ce soit la commercialisation. Là, il y a en ce moment le lancement de candidatures pour la façade d'Enfer, que ce soit pour les acquéreurs ou les candidats au logement intermédiaire qui souhaiteraient faire partie d'un groupe du panel pour la co-conception d'un certain nombre d'aspects dans le projet, y compris sur les questions de gestion. Voilà, donc, et par ailleurs, c'est également relayé sur le site de la mairie du 14. On est vraiment tout à fait en lien pour que cette information vous parvienne au fur et à mesure de l'avancement des commercialisations et autres points d'avancement du projet. Très bien, merci pour ces précisions. Alors, je vois qu'il y a encore un avertissement, un point de vigilance sur le page qui est aussi un engagement du temps, qui était aussi un engagement du temps de Yannick Beltrando, mais du temps
qui est encore là, Yannick Beltrando, donc à respecter s'il vous plaît. Donc c'est plus voilà, un point de vigilance. Alors, je pense qu'on est arrivé au bout des questions. Avant de laisser Madame Petit et Madame Bertrand conclure la réunion, je voulais vous remercier et je voulais vous indiquer, donc, comme on a fait cette réunion ce soir sur le Lan et comme on l'a fait sur d'Enfer, la même réunion va se faire sur Pinard. Elle était prévue lundi dernier, elle a dû être décalée pour diverses raisons techniques, mais elle va se tenir dans les semaines à venir, donc on ne manquera pas de revenir vers vous pour la date et pour vous y inscrire. Merci à toutes les équipes pour ces présentations détaillées. Merci à tous de votre participation et je laisse Madame Petit et Madame Bertrand conclure la soirée. C'est trop d'honneur, mais du coup, je crois qu'on a beaucoup échangé très directement et très simplement sur beaucoup d'aspects du projet et le long, mais globalement sur Saint-Vincent-de-Paul, sur ce projet. Donc, non, je n'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que j'espère que l'exemple de la programmation de le long, elle pourra déjà très, très bien se réaliser en vrai dans le quartier Saint-Vincent-de-Paul, mais qu'elle inspirera aussi. Je crois que c'est un peu l'avenir, en fait, de mélanger à l'intérieur d'un même programme les différents types d'habitats abordables aujourd'hui à Paris. Voilà. Et samedi, nous avons signé à la mairie le permis d'aménager pour les 4000 m² d'espace vert du futur quartier, là, que nous apercevons un peu sur l'écran. Donc, voilà, le quartier avance vraiment. Donc, merci aux équipes, d'ailleurs, hein, qui sont là, voilà, et qui ont présenté le projet le long. Merci. Merci beaucoup. Et donc, je vois qu'Agnès Bertrand vous remercie tous pour cette réunion également via le chat. Je ne sais pas si elle souhaiterait ajouter quelque chose. Merci à tous. Bon. Très bien. Et merci beaucoup à tous et filles. Très belle fin de soirée. À très bientôt. Encore merci à toutes les équipes et à tous les participants. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir.